Toutes nos excuses avec le retard avec lequel nous débutons ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition du journal. Nous allons ensemble découvrir les titres de ce journal. Une forte délégation des caucus des parlementaires de la province de l'Ituri séjourne à Bunia pour faire l'évaluation de l'état de siège. Le ministre de la Défense nationale y est attendu. Le gouverneur de la province du Sud Kivu et son exécutif sont réputés démissionnaires après un vote majoritaire de sa destitution à l'Assemblée provinciale de cette province. Bonsoir à tous. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, mènent des opérations ciblées et concertées avec les forces spéciales ougandaises IPDF contre les ADF dans la province de l'Ituri. La confirmation est du ministre des Médias et Communications, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, au cours du briefing organisé hier mercredi avec le porte-parole des FARDC et de la police nationale congolaise en présence de Papi Katassi et Mboshilo Kinzondi. L'armée congolaise et ougandaise travaillent ensemble pour, d'une part, partager le renseignement et, d'autre part, envisager les actions ciblées et concertées pour mettre fin à un ennemi commun. Les affirmations sont de Patrick Mouyaya Kateboué, porte-parole et ministre des Communications et Médias du gouvernement central de la RDC, le porte-parole des FARDC, le général Léon Kasonga, et du porte-parole de la police nationale congolaise, le colonel Pierrot Mwanamputu. Au 29 novembre dernier, devant vous, je vous l'avais dit, que si il y a des forces spéciales de militaires ougandais entrent en République démocratique du Congo, nous viendrons vous le dire, et c'est ce qui justifie le briefing de ce soir. Vous avez suivi hier, dans la matinée, qu'il y a eu des tirs d'artillerie, des frappes sur des cibles qui ont été identifiées en République démocratique du Congo. Nos hommes étaient sur terrain. Ils ont été appuyés par les forces armées de la République ougandaise. De son côté, le porte-parole de l'armée, le général Léon Kasonga, a insisté sur la mission de l'armée. La menace ayant évolué sur le terrain, après que nous ayons décidé, entre armées, de mutualiser les renseignements et des efforts, nous avons commencé, au regard des renseignements recueillis, nous avons commencé à attaquer des objectifs militaires bien précis. Et à ce niveau-là, nous avons bénéficié tard de l'appui en artillerie de l'armée ougandaise. Quant à la demande d'autorisation du Parlement avant de faire venir ces forces étrangères au pays, tous ces porte-paroles ont rassuré que cette opération est une recommandation du Parlement. Mais qu'est-ce qui est demandé, c'est que le président informe les membres du bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale. Avez-vous posé la question au président de l'Assemblée et du Sénat qui n'ont pas été informés? Et pour le cas d'espèce, ce sont eux qui ont demandé. Ils ont fait la recommandation. Et comment vous ne voulez pas accepter qu'ils ont fait la recommandation? Concernant le nombre de forces militaires sur le sol congolais et la durée de leur séjour, le porte-parole militaire a souligné le caractère confidentiel de certaines informations militaires et des mécanismes sont mis en place pour prévenir contre tout dérapage sur les civils, a rassuré le ministre Patrick Mouyaya Kateboué.
Et encore dans le même registre, une forte délégation du caucus des parlementaires d'Elituri séjourne à Bunia depuis ce mardi 30 novembre 2021. La mission est celle d'évaluer l'état des sièges en Ituri. Le ministre de la Défense nationale, Jibar Kabanga, lui aussi est attendu dans la province d'Elituri. La suite en images. Les groupes armés encore actifs en Ituri doivent s'aligner dans la logique de la paix en déposant les armes. Ceci pour le développement de cette province. Message du président des caucus des parlementaires de l'Ituri, l'honorable Serge Moubert, au sortir d'une audience avec le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjouni. Nous sommes tous Ituriens. Ceux qui tombent sur terre sont aussi nos frères et sœurs. Et nous ne pouvons que déplorer cet acte de barbarie et nos propres forces sont en train de commettre. Nous leur lançons un appel solennel et pathétique de quitter la brousse et de revenir. Cet acte de barbarie de commettre ne contribue à personne. Et s'ils sont réellement Ituriens comme nous, ils doivent quitter la brousse et montrer leur fraternité à l'égard de nos frères. Vraiment, nous déplorons et nous condamnons très fermement ce qui se passe sur terrain. Nous avons vu à Drodro, il y a eu des tueries dans des cas de déplacés. C'est inhumain ce qui se passe. Nous avons vu à Mahagi, c'est catastrophique. Vraiment, nous encourageons nos forces armées qui continuent quand même à faire un travail appréciable. Il faut préciser que cette délégation des parlementaires de l'Ituri est en mission d'évaluation de l'état de siège mis en place par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tsekedi Chilombo, et ceci de commandation des élus nationaux des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour plus d'efficacité de cette mesure exceptionnelle pour la restauration de l'autorité de l'État et le retour de la paix, souhait ardent de la population de l'Est de la RDC. 2 militaires indisciplinés, auteurs d'assassinats de 3 civils à Bunia, ont été arrêtés et présentés par le service de sécurité. Ils ont été présentés au gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kachama. Suivez. De forces négatives en Ituri est créé un climat de confiance entre la population et l'armée. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjouni, lutte contre les cas d'indiscipline dans les rangs de FRDC. 2 militaires impliqués dans les meurtres de 3 civils le mardi 30 novembre en ville de Bunia sont mis aux arrêts et devront répondre de leurs actes, affirme le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri. Nous compatissons d'abord avec les familles des victimes qui pleurent à ces moments par rapport à cette maître que nous avons connue hier vers 18h, 19h. Et ce sont les 2 éléments. Donc l'un a été, nous l'avons arrêté aujourd'hui par négligence, et l'autre, c'est lui bien qui a ôté la vie à ses compatriotes. Et cela veut montrer aujourd'hui que nous luttons et nous menons une lutte acharnée, une lutte sans merci contre toute forme d'insécurité. À l'interne, c'est-à-dire au sein des forces armées, mais aussi à l'externe, contre tous les criminels et bandits qui sont auteurs de tueries, criminalité urbaine. Un avertissement est ainsi donné à tous les éléments de forces armées censés sécuriser la population, et c'est bien dans le respect des règles d'engagement et de comportement. Signalons que, mis à part les civils tués, 2 policiers ont été blessés par les mêmes militaires indisciplinés au centre-ville de Bunia pour des raisons non encore élucidées. Le procès dans l'affaire Floribert Chebeya et Fidel Bazana devant la cour militaire. La prochaine audience est prévue pour le mercredi 8 janvier 2022. À la dernière audience, la cour a accédé à la demande de partie civile, lui sollicitant d'elle une remise à cause de la requête qu'elles ont déposée. La suite avec Sylvain Kapombo Bosengele. Alors que l'affaire de l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana était fixée à mercredi 1er décembre pour les débuts de la plaidoirie, les parties civiles ont soutenu avoir déposé au greffe de la haute cour militaire 2 requêtes. Nous estimons que, à l'étape où nous trouvons d'instruction, il y a des éléments qui font défaut et qu'il y a nécessité de compléter l'instruction. Les dites parties civiles ont sollicité de la Cour une remise à 2 semaines pour ce faire. Mais la Haute Cour a fait savoir qu'une seule requête lui a été déposée et non 2 avant de renvoyer la cause à la 8e, c'est-à-dire le mercredi 8 décembre 2021.
Nous gardons Sylvain Kapombo Bosengele. Il nous emmène cette fois-ci à la cour militaire de Kinshasa Matete, siégeant en matière répressive au premier degré dans l'affaire du meurtre de Rossi Mukendi Chimanga a entendu le lundi dernier 2 renseignants, en l'occurrence le médecin légiste et un expert en balistique. Il a été question d'éclairer la religion de la cour sur la nature de la balle ayant donné la mort à cet activiste de droits de l'homme. La suite en images. La cour militaire de Kinshasa Matete, qui juge la commissaire supérieure Lokeso Koso Karine et les brigadiers en chef Tokis Kumbu Gérard pour les meurtres de Rossi Mukendi Chimanga, a poursuivi l'instruction de l'affaire par l'audition des 2 renseignants. Il s'est agi d'un médecin légiste et un expert en balistique. Ces derniers ont comparu devant la cour militaire sur demande des parties civiles en vue d'interpréter à des termes clairs les résultats de leur travail pour une bonne compréhension de toutes les parties. Le médecin légiste a renseigné au regard de l'autopsie qu'il avait faite dans le corps du défunt Rossi Mukendi Chimanga que la balle l'ayant donné la mort était bel et bien une balle réelle et non en caoutchouc ou en exercice. Quant à l'expert en balistique qui répondait à la question de la cour, si les dégâts causés par une balle réelle pouvaient amener directement l'individu à la mort, il a soutenu que le tout dépend de la résistance du corps et de l'endroit où la balle a traversé dans le corps humain. S'il s'agit par exemple du cœur, la personne peut succomber sur place ou quelques minutes plus tard, a-t-il renchéri. Il s'est ouvert depuis le lundi dernier la 2e édition de la conférence internationale sur les tourismes mémoriels en République démocratique du Congo. Cette initiative de Eric Impium Foundation vise à valoriser l'héritage laissé par la traite négrière en RDC. La nouvelle forme d'esclavagisme moderne a également intéressé les organisateurs. Et mon grand-père, quand j'avais 11 ans, m'a raconté comment il a été capturé. Alors c'était un système, c'était à côté du fleuve, il avait été faire des provisions. Et puis il est monté dans le bateau, ils ont joué de la musique, on leur a donné à boire de l'alcool, ils étaient sous et ils ont enlevé l'ancre. Et c'est comme ça qu'il est arrivé en Martinique. Ils sont des milliers à avoir ces témoignages poignants de la traite négrière. Cependant, peu ont cette chance de retrouver leurs racines. La 2e conférence internationale sur le tourisme mémorial en République démocratique du Congo se présente comme un atout majeur de valoriser l'héritage de cette forme de traite, plusieurs années après. Une initiative qui porte la signature de Eric Impion Foundation. Cette 2e édition, pour la simple bonne raison, c'est que nous sommes dans une démarche de continuité. Vous savez, généralement, lorsque les gens organisent des choses ici, c'est chaque édition par an. Nous ne sommes pas dans cette démarche-là de conférence sur conférence. Concrètement, que ce pont que nous avons créé entre le Congo et la RDC devienne une machine forte qui fonctionne. C'est pourquoi, pour cette première journée, on a voulu amener des chevronnés sur les questions liées à la traite des esclaves. La ministre de la Culture a ouvert ses travaux de 3 jours au nom du président de la République. Des allocutions y en a eu à l'instar de celle de l'historien Kamba Ibwacha et de la coordonnatrice de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes sur la nouvelle forme de traite des personnes. La conférence est essentielle pour la PLTP. Pendant que nous vivons la traite des personnes dans notre pays, doublée des trafics illicites des migrants. Si nous avions la loi, le dossier des Chinois, on allait les sanctionner aussi pour le trafic illicite des migrants. Mais ils ont été seulement condamnés pour le proxénétisme. Je n'ai pas parlé de l'esclavage domestique. Il y a des personnes que nous avons dans nos maisons, parfois les membres de famille que nous prenons dans nos villages, nous les amenons ici pour travailler dans nos maisons et nous ne les payons pas. Et ces personnes-là n'ont pas d'heures de travail. Ils travaillent, ils se lèvent tôt et ils se couchent tard, mais pour nous rendre service. Durant 3 jours, plusieurs orateurs vont défiler sur la tribune avec comme dénominateur commun le thème « Héritage de la traite négrière en Afrique centrale, quel plan d'action pour sa valorisation ?»
Nous allons parler d'autre chose dans ce journal. Le professeur Steve Aouka du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte à la pandémie Covid-19 a au cours d'une conférence de presse exhorté la population congolaise à se faire vacciner. La 4e vague s'annonce au regard des cas enregistrés ces 2 dernières semaines. Patrick Borel-Mukendi nous en donne les détails dans ce reportage. La salle de réunion de l'INRB à la Gombe a servi des cadres mercredi 1er décembre pour le point de presse hebdomadaire de l'équipe des ripostes contre la Covid-19. L'assistant manager du secrétariat technique, le professeur Steve Aoukou, a appelé la population congolaise à plus de conscience par rapport à cette 4e Omicron qui s'annonce déjà. Nous avons affaire à un agresseur, un ennemi qui est invisible, qui lui aussi résiste et en résistant, il peut s'opposer à certaines stratégies. Mais la vaccination va être là et plus on sera vacciné, moins le virus aura des passages et plus il s'éteindra. Donc je recommande particulièrement à tous ceux qui sont en mouvement, comme vous, les journalistes, tous ceux qui bougent parce que la maladie ne se propage pas, les mouvements des gens, mais aussi toute personne qui pense qu'en le faisant, il contribue à l'immunité collective, il contribue à ce qu'on mette fin à cette crise. La vaccination est le seul moyen pouvant aider à constituer une immunité collective et une étude est en train d'être menée pour la vaccination des enfants. Mais les personnes vulnérables, à savoir les adultes, doivent se faire vacciner pour éviter de développer cette maladie. Nous l'avons annoncé au sommaire de cette édition à Bukavu. Théo Ngouabijé, gouverneur du Sud Kivu, et son gouvernement sont réputés démissionnaires après un vote majoritaire ce jeudi 2 décembre 2021 par la motion de censure initiée contre son gouvernement. Christophe Mugisho. Conformément à l'article 201, à son premier alinéa, le gouvernement est réputé démissionnaire. L'Assemblée provinciale du Sud Kivu vient de donner 48 heures au gouverneur Ngouabidje et son gouvernement pour déposer sa démission auprès du chef de l'État. Sur 33 députés présents dans l'hémicycle, 28 viennent de voter pour cette motion de censure mise en examen ce jeudi. Mais c'est pas la peine entre vous, les policiers civils, c'est pas intéressant. Une journée très tendue à Bukavu, les policiers ont été mobilisés devant et derrière l'Assemblée provinciale pour empêcher l'entrée dans l'hémicycle provincial. Les coups de gaz lacrymogènes étaient au rendez-vous avec dispersion de la foule. 3 journalistes ont été blessés. Journalistes que nous sommes, parce que je ne suis pas la seule victime, mais il y a aussi de ses confrères qui ont été blessés. Il y a les éléments de la police qui nous ont refusé d'accéder à l'Assemblée provinciale. Et voilà que maintenant nous sommes des victimes de balles tirées par les éléments de la police. Malgré cela, 33 députés se sont introduits et activé le départ du gouvernement provincial. Vous êtes en train d'écouter ça et c'est ça l'ambiance qui se passe. Le parti du Bloc pour la Renaissance et l'émergence du Congo, Burek, confirme la tenue de son prochain congrès du 8 au 13 décembre 2021 à Bukavu, Sud Kivu. Maître Hassani Longweyou, coordonnateur de la cellule de communication de Burek, signale que cette grande rencontre permettra d'évaluer et de réfléchir sur la grande vision de sa famille politique. Germain Sikourou. Chaque 5 ans, il faudra toujours organiser les congrès pour discuter, évaluer la politique du parti, mais également amender les textes si léchés, aussi voter les dirigeants du parti, parce qu'à chaque 5 ans, il faudra soit reconduire ou soit donner un nouvel envol au parti. Et sur base de ces assises statutaires, que le Burek sera à congrès du 8 au 9 décembre en ville de Bukavu pour cette fête. Au-delà de cet aspect statutaire, nous voulons faire de Bukavu une 3e province du parti dans le cadre des moissons à terme de visibilité, à terme d'élus, pour que nous puissions être effectivement ces grands partis dans ces pays, parmi tant d'autres, qui va devoir conduire avec notre projet de société que nous sommes en train de concrétiser aujourd'hui une vision de l'émergence, une vision de la renaissance. Et dans ce cadre-là que vous avez vu Julien Paluku sur l'essor de l'industrie dans notre pays.
où il a dit que l'industrie était facteur clé de développement de ces pays. Il n'y a pas longtemps, il a organisé une grande activité qui a réuni plusieurs États africains avec les grandes organisations internationales, DRC Africa Business Forum, qui a réuni plusieurs États pour réfléchir sur l'émergence de ces pays et voir combien de fois notre pays peut se développer avec nos minéraux. Représentant personnel du Premier ministre, le ministre d'État, ministre des ITP, Alexis Guissaro, a lancé le mercredi le travaux de Salon Expo Béton RDC 2021. Cette 5e édition met l'accent sur l'émergence de la ville de Kinshasa à l'horizon 2050. La cérémonie d'ouverture de ces travaux de 4 jours a eu lieu au Musée national Papi Katassi Solange Kwale. Confiant que ce forum répondra à nos attentes, je déclare ouverte la 5e édition de l'Expo Béton RDC 2021. Kinshasa, horizon 2050, 3 pôles, 4 villes pour la province de Kinshasa, une réponse pour sa gestion, c'est le thème du salon Expo Béton RDC 2021. Cette activité associe les différents acteurs de la vie courante afin de réfléchir et aboutir à un canevas des orientations à soumettre aux autorités institutionnelles pour la mise en œuvre des différentes recommandations qui en découleront. Cette cérémonie d'ouverture a été marquée par plusieurs interventions, notamment celle du ministre provincial de l'Intérieur, représentant le gouverneur Gentini Ngobila. Tengelito a mis un accent sur le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération quinoise, lequel souffre d'exécution depuis 2015. Le président du Sénat, représentant du chef de l'État à ses assises, a encouragé l'initiative du fondateur de Expo Béton, Jean Bamanissa Saïdi. Pour le président du comité d'organisation de Expo Béton, cette 5e édition vise, entre autres, à supprimer les inégalités infrastructurelles existantes à Kinshasa. Représentant personnel du Premier ministre, le ministre d'État, ministre des ITP, Alexis Guissaro Mouvouni, a rassuré que le gouvernement congolais entend poursuivre les réformes dans cette logique. Le gouvernement de la République démocratique du Congo encourage vivement la tenue de l'Expo Béton RDC. La décentralisation est véritablement en marche et notre gouvernement entend poursuivre les réformes nécessaires pour sa matérialisation effective. La ville de Kinshasa est constituée de 24 communes, lesquelles méritent une attention particulière afin de les doter toutes les infrastructures nécessaires à l'épanouissement de leur population. Il est certes vrai que l'État ne pourra voir s'installer des pôles de croissance sans que les structures politico-administratives ne soient véritablement efficaces. Cette question mérite donc une réflexion profonde. Après la coupure du ruban symbolique par le président du Sénat, les autorités politico-administratives présentes ont sillonné les différents stands d'exposition et ventes promotionnelles. Invitation du président de l'Assemblée nationale, le ministre d'État, ministre des ITP, est passé à la commission aménagement du territoire, infrastructure et ainsi que le mardi dernier. L'intervention d'Alexis Guissaro a porté sur l'examen des prévisions budgétaires de son ministère, encore une fois Solange Kwale. À cet exercice annuel républicain, cette fois-ci à la commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale. Le ministre d'État, ministre des ITP, a dans sa présentation devant les députés membres de cette commission donné un aperçu global des infrastructures en général ainsi que les défis y afférents. Au regard du budget investi dans les infrastructures routières, le ministère des ITP a défini ce qu'il qualifie de réseau ultra prioritaire qui couvre 15 800 km sur 58 200 km linéaires du réseau routier d'intérêt général de la RDC. C'est la politique d'Alexis Guissaro Mouvouni soumise à la commission infrastructure et qui sollicite également l'appui de députés nationaux afin d'assurer la connectivité au niveau national, sous-régional et international. Au sujet des prévisions budgétaires exercice 2022, le ministère des ITP entend développer les routes prioritaires comme notamment la RN1, la RN2, la RN12,
23 pour ne citer que celle-là, avec bien entendu la modernisation des voiries urbaines. Le ministère des ITP a constaté la non prise en compte de ces besoins tels qu'exprimés dans ses prévisions budgétaires. Le ministère des ITP dispose de 3,44% du budget annuel. Certes, les besoins sont énormes, mais le budget reste modique et ne permet pas du tout à réaliser ce programme, car ceci ne représente que 11% de ses prévisions. Alexis Guissaro a épinglé également les points et entrées aux partenaires techniques et financiers pour les différents projets routiers de la RDC, les investissements sur ressources extérieures et intérieures, ainsi que les enveloppes allouées aux ETD et bien entendu les différentes interventions économiques, sociales, culturelles et scientifiques. Les députés membres de la commission infrastructure ont salué l'exposé du ministre Alexis Guissaro et sa maîtrise du secteur des infrastructures avec bien entendu des préoccupations soumises selon les cas. Le secteur des infrastructures est transversal avec un impact sur d'autres secteurs de la vie. Le ministre Alexis Guissaro compte sur l'accompagnement des élus nationaux afin de développer la RDC par les infrastructures des bases avec bien entendu un budget conséquent. C'est le lundi 6 décembre prochain que le ministre Alexis Guissaro reviendra pour rencontrer les préoccupations soulevées par les députés nationaux membres de cette commission. Il s'est ouvert ce jeudi 2 décembre 2021 à Roméo Golf l'atelier de l'immersion du projet multisectoriel et de résilience urbaine de Kinshasa. Ces projets du gouvernement provincial financés par la Banque mondiale va permettre de changer le visage de la capitale Kinshasa d'ici 5 ans. Papi Katassi, Djouzen Belebele, commentaires et images. Multisectoriel et de résilience urbaine de Kinshasa, désormais une réalité. Après son lancement le 11 février 2021 par les autorités du gouvernement central, c'est le tour, cette fois-ci, des partenaires techniques de ces projets du développement urbain qui concerne la ville de Kinshasa de se mettre en jambe avec l'organisation de cet atelier d'immersion pour la mise en œuvre de ces projets qui, dans 5 ans, grâce au financement de la Banque mondiale, va changer le visage de la capitale. Et tour à tour, les partenaires techniques du gouvernement dans ces projets de transformation de la capitale ont évoqué son impact dans les sociales des Kinoises et Kinois. Au nom du gouvernement, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Puismouabi Lumba Moukala, a émis le vœu de voir concrétiser ces projets qui est une idée du gouvernement congolais mais qui a reçu l'appui de la Banque mondiale. L'impact socio-politico-économique de Kinelenda dans l'amélioration de la qualité de vie des Kinoises et Kinois mérite un investissement total de chacun d'entre nous. Kinelenda est la réponse positive aux desiderata de cette population. Pour ce faire, il faut que chacun mette du sien, que chacun donne le meilleur de soi pour que la lumière qu'on a lancée ensemble le 11 novembre dernier n'aille sous l'éteignoir. A signaler qu'au mois de juillet 2019, compte tenu du caractère multisectoriel du projet, le gouvernement et la Banque mondiale ont décidé de transférer la gestion du projet à la cellule infrastructure sous maître d'ouvrage du ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Le projet Kinelenda va concentrer ses investissements principalement sur les bassins versants est et ouest de la rivière Njili, en amont du boulevard Lumumba. Sont donc concernés les communes de Kinsenso, Njili, Lemba, Kimbanseke et Matete pour une durée de 5 ans. Actualité vue par les autres, Esther Badibiabia est allée aujourd'hui à la rencontre de Adeline Macpolo, rédacteur en chef à la RTVS 1. Selon lui, l'actualité ce jeudi reste dominée par la situation sécuritaire dans la partie est du pays. L'actualité du jour qui reste dominée chez nous par le début des opérations conjointes FRDC-UPDF, l'armée ougandaise. Nous avons constaté que pas plus tard qu'hier soir, il y a eu ce point de presse, ce briefing du ministre de la Communication et Médias conjointement avec les porte-paroles des FRDC et la police nationale, où le ministre de la Communication et Médias a confirmé donc le début des actions conjointes FRDC-UPDF armée
l'armée ougandaise contre les rebelles ADF en territoire congolais. Et nous avons également cherché à nous renseigner, à en savoir plus auprès des parlementaires congolais sur la manière dont cette action a été menée. On veut savoir si l'Assemblée nationale était saisie officiellement pour entamer cette action de grande envergure. Et autour de cela, il y a en tout cas un grand débat au niveau des députés nationaux. Les uns nous disent qu'ils sont en tout cas d'accord avec cette action qui avait déjà été envisagée au niveau de la commission défense et sécurité lors de l'état de siège, mais toujours au sein de cette même commission, il y a d'autres députés et même du Nord Kivu qui récusent cette action. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette note que prend fin ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Nous allons prendre le rappel des titres. Une forte délégation des caucus de parlementaires de la province de l'Ituri séjourne à Bunia pour faire l'évaluation de l'état de siège. Le ministre de la Défense nationale y est attendu. Le gouverneur de la province du Sud Kivu et son exécutif sont réputés démissionnaires après un vote majoritaire de sa destitution à l'Assemblée provinciale de cette province. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Ces remerciements, c'est au nom de Patrick Borel Mukendi, chef d'édition, et toute l'équipe qui l'a accompagné ce soir. Demain, dès 7h30, c'est la prochaine édition avec Esther Badi-Biabia que vous retrouverez à 10h et à 12h. Jenny Tambouemalou vous présentera le journal de 16h. Moi, je vous retrouve à 19h avec le même plaisir. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.